Et après, il y a un truc qui, moi, est super important sur les valeurs, c'est que je crois que dans les sociétés en hyper croissance comme la nôtre, c'est en fait la seule chose qui est stable. Salut à tous, je suis Vincent Aboyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif Be Harmoniste, sur lequel j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous. Salut Geoffroy. Salut Vincent. Comment tu vas aujourd'hui ? Bah bien, super bien, content de te revoir. Bah écoute, ouais, content de te revoir aussi, ça fait plaisir. Écoute, en fait, c'est un vrai plaisir pour moi de t'interviewer. On en a déjà discuté un peu, mais en fait, je crois que j'avais commencé à suivre United Credit. Alors, quand ça s'appelait Prêt d'Union, je sais que c'était pas le premier nom, mais à la belle époque. Ouais, ça, exactement. Et c'était les tout début de la fintech, etc. Et à l'époque, moi, j'étais étudiant, et je disais, c'est quand même cool, c'est ce côté où on monte des boîtes tech, des startups, mais qui font de la banque, parce qu'à l'époque, je voulais travailler pour des banques et des assurances, que j'ai fini par faire à un moment donné. Le mot fintech n'existait pas vraiment d'ailleurs, hein. Quand on a créé en 2009, je sais pas si c'était, ça devait exister dans la littérature tech, etc. Mais en tout cas, ça avait pas la portée que ça a aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui t'as un super écosystème, etc. Exactement. Fintech, dont t'es membre du board, etc. Et ben bref, du coup je me retrouve à t'interviewer aujourd'hui, donc je suis très très content. Voilà. Plaisir partagé. Trêve de compliments. on y va dans le vif du sujet. Écoute Geoffroy, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas ? Oui, donc Geoffroy Guigou, 42 ans, je suis cofondateur et directeur général de United. Je suis aussi un des vice-présidents de l'association France FinTech, qui regroupe presque 250 FinTech et InsurTech françaises, dans laquelle je suis actif depuis quelques années. Alors du coup, effectivement, comme on le voit, il y a un vrai bel écosystème FinTech, InsurTech, etc. Et toi, t'as lancé United Credit donc en 2009, si je me crois pas, je me trompe pas. À l'époque, ça s'appelle Nobank. Et en fait, tu rentres sur un marché où je crois qu'il y a à peu près personne qui est rentré à l'époque depuis 20 ans, si je me trompe pas, le marché du crédit. Et enfin, ça paraît... comment l'idée te vient ? Pourquoi tu te dis je vais faire ça alors que ça paraît complètement impossible d'aller se battre avec BNP ou avec Société Générale ou avec leur filiale Crédit Conso, quoi. C'est une rencontre, d'abord celle avec Charles, mon associé. En fait, donc en 2009, j'ai 29 ans. J'ai travaillé 6-7 ans dans le conseil chez McKinsey, puis chez Poweo Direct Energy, petit concurrent d'EDF et GDF, mais dans lesquels j'ai travaillé 3 ans, entre 2006 et 2009, et j'ai vu la boîte passer de 50 à 700 personnes. Okay. Et ça laisse pas indifférent. Tu te retrouves dans une aventure avec une très forte croissance. C'est grisant en tant que salarié, en tant que collaborateur. Je me suis éclaté, je me suis fait des très bons copains aussi, mais surtout j'ai vu les fondateurs diriger la boîte à travers des hauts, des bas. Enfin, tout n'était pas évident. Et je me suis aperçu qu'ils avaient une profonde liberté, tu vois. Ça avait l'air dur, intensif et tout, mais ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils construisaient quelque chose et ça m'a fasciné. Et alors que je n'avais jamais pensé à créer ma boîte jusqu'à là. À la fin de ces 3 ans chez Poweo Direct Energy, je me suis dit ok, j'ai vraiment envie de créer ma boîte. Et donc ça part d'une rencontre, puisque c'est à ce moment-là que je rencontre Charles, cofondateur, président du directoire, avec qui on co-dirige United aujourd'hui, que j'avais connu en école de commerce en 2000-2003. On s'était un peu perdu de vue, et donc c'est le projet de l'entreprise. C'est Charles qui me présente, qui l'avait en tête, qui l'avait formalisé, avait commencé à conceptualiser le modèle économique, juridique, opérationnel. Il était chez BNP Paribas à ce moment-là. Il bosse dans la banque à l'époque. Ouais, il bosse dans la banque depuis 7 ans. Et donc, moi, j'ai envie de créer une boîte. Lui a un projet, cherche un associé. On voit que nos compétences sont à peu près complémentaires et on se dit, allez, banco, on y va. Mais c'était en 2009, donc c'était un moment où la fintech n'existait pas en tant que telle. La tech n'était pas du tout aussi développée qu'elle ne l'était aujourd'hui. Et puis surtout, c'était 1-2 ans après le pic de la crise financière. Et on s'est dit, oh là, il s'est passé un gros truc il y a 18-24 mois, crise bancaire et financière mondiale. Et on s'est dit que les sous-jacents de cette crise, qui est en gros un excès de complexité dans les services financiers, aux particuliers et aux entreprises, ne risquait pas d'évoluer pendant les 10 prochaines années. Oui, on voyait que la crise allait être absorbée par les pays, les États, il y avait des réactions des banques centrales,
Mais la complexification à outrance des services financiers, ça, on s'est dit, à mon avis, ça va pas bouger pendant 10-15 ans. Et là, on est 10 ans après, enfin même 12. Et le constat qu'on avait fait à l'époque s'est avéré vrai. Et donc, excès de complexité, on s'est dit, quel est le domaine où il y a le plus de complexité, justement ? C'est le domaine du crédit aux particuliers. Très opaque, décrié, on reparlera un peu du crédit, pourquoi ce secteur. Mais c'est pas innocent, tu vois, si on voulait pas créer une néobanque, un compte courant parce qu'on estime qu'il y avait pas un excès de complexité dans les comptes courants. On voulait pas créer une fintech de services aux entreprises parce qu'on estime que les professionnels, quand ils consomment, souscrivent des services financiers, ils comprennent à peu près ce qu'ils font. En revanche, les particuliers, et en particulier sur le sujet du crédit, de l'emprunt, là, on s'est dit énorme fenêtre. Et c'est ça qui a déclenché, c'est ça qui était le déclencheur. Et en même temps, c'est un peu un combat de titan parce que tu vas te battre contre des grandes banques. Alors, je connais pas aussi bien le modèle bancaire que toi. C'est ça qui était excitant. C'est ça qui est génial. Tu vas taper dans le truc qui leur apporte globalement le plus d'argent, si je me trompe pas. On parle pas des BFI ou des trucs comme ça, mais mais attends, les BFI, les BFI tournent notamment grâce au cash généré par les activités de crédit aux particuliers, qui sont, c'est des revenus énormes, c'est des marges considérables. Il y a des barrières à l'entrée incroyables. Mais réglementaires, notamment. Réglementaires. Faut obtenir l'agrément, l'apprentissage des modèles de score, je pense. Ça prend des années. Et donc, ce truc allait rester quelque chose de gros, rentable et préservé. Et donc, pour reprendre ton point de s'attaquer à des géants, c'est précisément une partie de l'excitation que moi j'avais vécu chez Poweo Direct Energy. Okay. On s'attaquait à EDF et GDF. Poweo Direct Energy étaient à l'époque séparés, mais deux concurrents sur les marchés de l'électricité et du gaz. Libéralisation du marché et donc attaquer des géants. Pourquoi c'est tripant ? Parce qu'en fait, les géants ont souvent des pieds d'argile. T'as des situations, alors je dirais de monopole ou d'oligopole, on va pas utiliser de mots qui fâchent comme cartel, etc. Mais il y a une situation un peu d'entente entre les acteurs, un tout petit monde, et du coup assez peu d'innovation, peu de nouveaux services. Et en fait, le fait d'avoir des géants en face de soi, c'est justement ça qui crée l'opportunité, qui crée la fenêtre. Alors, on n'attaque pas des géants avec des petits moyens, c'est juste ça la complexité. Donc, quand on veut s'attaquer à des géants et vraiment les challenger, ça demande des moyens, ça demande de l'ambition, on en reparlera peut-être après. Ouais, complètement. Mais alors justement, à l'époque, si je me trompe pas, le premier modèle donc de nos banques, comme tu as appelé la première suite avec Charles, avant de devoir changer le nom, parce que tu peux pas, malheureusement, tu peux pas t'appeler une banque alors que tu n'es pas une banque. Et donc du coup, tu fais ce qu'on appelle du peer-to-peer lending, du crédit entre particuliers. Oui. Donc du coup, concrètement, tu demandes à des gens de te donner de l'argent pour le prêter à d'autres gens. Exactement. Du côté du crédit des emprunteurs, on a parlé un peu du secteur, notre modèle n'a pas fondamentalement changé. Il y a des dizaines de millions de ménages européens qui chaque année font une demande de prêt de 1 000 à 50 000 euros, principalement pour des travaux, des voitures. Ils le font online et en agence, de plus en plus online. Et donc ça, c'est notre côté crédit. Alors le produit, les innovations qu'on a mis dedans ont radicalement évolué en 10 ans, mais le modèle, pas fondamentalement. En revanche, tu as raison, ce dont tu parles, c'est d'où vient l'argent que l'on prête. Et en 2011, quand on lance United fin 2011, l'argent vient principalement d'épargnants particuliers. On n'a pas besoin de tant d'argent. La première année en France, on prête 10 millions d'euros. Bon, cette année, ça va être 1 milliard. Mais ça a un peu changé. Ouais, fois 100. Mais donc quand tu prêtes 10 millions d'euros, on avait trouvé peut-être 100 prêteurs qui chacun mettait 100 000 euros, ce qui était pas mal. On est sur des investisseurs un peu avertis. C'est marrant, nos premiers prêteurs, ce sont pas mal des business angels. C'est des entrepreneurs du jeu vidéo en France. Ils donnent de l'argent. Ils diversifient. Ouais, c'est des personnes qui ont du patrimoine, ils ont de l'immobilier, ils ont des actions, et ils se disent tiens, je vais un peu placer sur cette plateforme. Alors il y avait des critères, fallait être investisseur qualifié, donc il y a une connaissance des instruments financiers qui était nécessaire, mais ça restait quand même assez ouvert, et donc c'est pas mal des particuliers qui prêtent. En fait, à partir de 1 000 euros, en moyenne 100 000 euros. Et ils déposent de l'argent, ils attendent un rendement de 2-3% par an. Ouais. Mais c'est des personnes qui, à l'époque, avaient un comportement différent de ceux de nos prêteurs actuels. D'accord. Aujourd'hui, nos prêteurs
avec la croissance, on peut plus collecter 1 milliard d'euros comme ça auprès de particuliers. Oui, ça me paraît Donc les gens qui prêtent chez nous maintenant, c'est de plus en plus des institutions, banques, assurances, caisses de retraite, on a des fondations, on a des congrégations religieuses, enfin c'est tous les institutionnels finalement qui ont de l'argent à placer. Et donc on comprend bien, notamment pour les caisses de retraite, les assureurs, hein, ils ont de l'argent à placer. Et donc eux maintenant ils prêtent entre 1 et nos plus gros prêteurs prêtent 300 millions sur la plateforme. Okay. Il reste encore quelques particuliers. Néanmoins, comme tu peux le comprendre, pour prêter 1 milliard par an, tu peux avoir des particuliers, mais à la fois, à côté, il faut que ça change. Un grand nombre de grands prêteurs institutionnels. Et aujourd'hui, les institutionnels te font confiance parce que ton modèle est éprouvé, on sait ce que c'est que la tech, etc. Mais à l'époque, ça n'existe pas tout ça, tout ce que sur quoi tu peux t'appuyer en mode on est une super start-up, regardez comment on croit, regardez non mais t'as raison, la confiance qu'on doit créer en tant que start-up à ce moment-là et un niveau d'exigence démesuré. Quand tu crées un site de e-commerce, tu crées un site de jeux vidéo en ligne, bon, il y a des gens qui achètent, bon au pire ils sont pas livrés, ils reçoivent pas leur PC oui, ou leur retard et puis leurs chaussures, voilà. Mais là, effectivement, on reçoit de l'argent de personnes et ça nous surprend vachement. Je me souviens les premiers virements, les premiers chèques qu'on reçoit. Tu reçois des très gros montants de personnes qui te font fondamentalement confiance. Alors pourquoi ils te font confiance ? On avait un agrément bancaire d'établissement de crédit. Et ça a été quelque chose qu'on a obtenu de haute lutte. 2 ans et demi de boulot. On était persuadés, quand on avait 29 ans, quand on s'installe avec Charles, que ça nous prendrait 8 mois. Ça nous prend plus de 2 ans. Un marathon, pas uniquement l'obtention de l'agrément, mais tout ce qui va avec, les fonds à lever, commencer les développements de la plateforme technologique. Parce que tu as des garanties à donner en termes de gestion de risque, en termes de... Il faut montrer patte blanche. Il faut montrer rien au début, c'est compliqué. Il n'y a rien. Donc tu écris ce que tu vas faire, tu présentes ce qu'on appelle un dossier d'agrément, qui est un gros pavé. Tu sais, il y a toutes les histoires, je crois, de Free qui demandant ses licences pour entrer dans le monde de la téléphonie mobile amenaient des chariots aux régulateurs. Bon, nous on n'était pas quand même sur des chariots, mais c'était une masse de documents. On écrivait ce qu'on allait faire, donc il fallait décrire très précisément et de façon rassurante ce que tu t'engageais à mettre en place ensuite. C'est pas juste des déclarations d'intention. Autre chose, il fallait lever des capitaux de façon assez importante, donc il fallait montrer qu'on avait en gros 5 millions d'euros sur le compte en banque. D'accord. Et ça, si tu veux, quand t'as rien, t'as même pas de site internet, t'as pas de client, t'as pas un centime d'euro de chiffre d'affaires, ça c'était compliqué. Donc entre mi-2009 et fin 2011, on lève ces 5 millions d'euros. Et ce qui est un challenge, parce que concrètement, les présentations de levée de fonds, c'est quelques decks PowerPoint, quelques slides PowerPoint, un deck et un RIB. Et si les gens sont contents de la presse, tu leur envoies le RIB et puis voilà, il faut qu'ils... Et donc ça nous a pris du temps. Donc cette phase de deuxième élément de réassurance, c'est le montant des capitaux que tu as et la nature des investisseurs. Et donc, scandale ou pas, ça, tes auditeurs jugeront. Ah, vas-y. Non, mais pour lancer ce type de projet, en tout cas à l'époque, il faut une banque ou un assureur qui a 20, 30, 40% de ton capital. D'accord. Ça, c'est écrit nulle part, mais ceux qui sont passés par là le savent. Et donc, on doit les convaincre, parmi les gens qui nous donnent 5 millions d'euros, un gros institutionnel. Que tu vas concurrencer ? Oui, alors idéalement, on en prend un qu'on concurrence pas frontalement, et c'est Arkea. Donc, c'est les fédérations de l'Ouest du Crédit Mutuel, Ronan Lemoyle, Gilbert Richard, Jean-Pierre Denis, toute cette équipe-là extraordinaire qui est à l'origine du développement d'une partie de la fintech en France. Et on va les voir et eux nous font confiance. Donc ça, c'est la deuxième chose qui est cochée. Donc le dossier d'agrément lui-même, les capitaux que tu as levés. Et après, c'est le sérieux et la motivation de l'équipe. Je pense qu'on a été très très clair vis-à-vis des pouvoirs publics, des régulateurs, que ce projet était un projet pour les consommateurs, par les consommateurs, et qu'on considérait que la France, et plus largement l'Europe, avait besoin de telles alternatives aux grands établissements de crédit classiques. Et c'était pas juste dans notre tête. On a eu un soutien politique très fort. Okay. C'est l'époque où Christine Lagarde est ministre des Finances. Et elle vient de lancer une réforme du crédit conso qui s'appelle la loi Lagarde, qui vise, on va dire, à moraliser, simplifier le crédit conso. Et le projet qu'on présente à son cabinet s'inscrit parfaitement là-dedans. Et on est un peu la caution de dire, vous voyez, il est possible de créer des acteurs du crédit qui ont un positionnement différent. On avait fait concrètement le choix de refuser
de faire du crédit renouvelable et de se focaliser sur le crédit amortissable, qui était justement ce que voulait promouvoir Christine Lagarde dans sa loi. Donc tu vois, il y a eu un soutien politique aussi. Alors la Banque de France et la CPR sont totalement indépendants, mais néanmoins il y avait un écosystème politique qui disait mais oui, le pays a besoin de ce modèle-là. Et je pense que ça nous a aidé, porté. En tout cas, ça a accompagné nos démarches. Et justement, c'était des choses qui avaient derrière ma question de dire pourquoi le crédit, tu vois. Je pense que mon premier contact avec le crédit dans ma vie, c'est quand je dois avoir 14 ans et je regarde Rocky pour la première fois. Et Rocky doit aller péter les pouces de je sais pas qui parce qu'il a pas remboursé son crédit à un usurier. Le recouvrement à l'ancienne. Voilà. Et en fait, pour beaucoup de gens, le crédit à la conso notamment, ça a une image un peu atroce, tu vois. Complètement. Et alors c'est lié à notre contexte socio-culturel, religieux, etc. Le sujet, le rapport au crédit à l'argent est quelque chose de complexe. Néanmoins, nous, ce qui nous a frappé, et on en a tiré la mission de l'entreprise, ce qui nous a frappé, c'est que les prêts que l'on fait, qui sont donc en moyenne de 8 à 10 000 euros, c'est toujours pour financer des projets de vie importants. Tu achètes une voiture, pas juste pour faire plaisir, parce que, en fait, je dis n'importe quoi, ta famille s'est élargie, tu avais une petite voiture, tu en as besoin d'une plus grande. Donc c'est positif, enfin tu vois, bonne nouvelle. Tu fais un prêt travaux parce que tu as acheté un appartement et puis en fait faut tout refaire, la cuisine, bon t'as besoin de 5 à 10 000 euros en plus de ton crédit immobilier et financer les études des enfants, bon, les voyages. Et donc le recours au crédit pour ces montants-là, en moyenne 6 à 10 000 euros dans les 5 pays où on est, c'est pour accompagner des moments positifs. Et en fait, tu te rends compte que le service financier qui est proposé par les banques, les acteurs du crédit en face, est quelque chose qui génère un sentiment négatif chez l'emprunteur. Pourquoi ? Il a peur de se faire avoir, il a peur de pas pouvoir rembourser, les contrats sont complexes, c'est beaucoup de papier, voilà. Et donc en fait, on s'est dit mais c'est pas possible. Le crédit est nécessaire. T'as 30% des ménages français qui chaque année font un crédit de 8 000 euros. C'est un marché de 60 milliards d'euros par an. C'est un tiers des ménages français chaque année. Et donc c'est quelque chose d'essentiel pour les projets de vie positifs. Et en fait, ça transforme ces projets de vie positifs en expériences négatives. Et donc il faut réconcilier les deux. La mission de United, c'est d'apporter la sérénité financière aux ménages européens. Et on estime que une des choses qui te procure le plus alors non sérénité, je sais pas, d'anxiété financière, c'est notamment le moment dans ta vie où tu as à faire des crédits. Les étudiants connaissent bien ça aussi, qui doivent financer leurs études, se retrouvent dans des process de demande de crédit qui durent des semaines, des mois, et parfois se disent mais je vais même pas pouvoir rentrer dans mon école. Parce que j'attends toujours la réponse de la banque. Alors que si tu passes par United, globalement, t'as une réponse en 2-3 minutes, quoi, c'est ça? Alors, on a annoncé en 2016 moins de 24 heures, qui était déjà une révolution sur le marché, parce que chez nos principaux concurrents, tu as ta réponse en 2 ou 3 jours, mais si tu t'amuses à aller, et ce que font le plus en plus les gens, dans une agence bancaire, là, c'est plutôt 2-3 semaines. Donc, on était moins de 24 heures en 2016, et là, une très très grande partie des financements qu'on fait sont en réponse complètement instantanée. D'accord. Ce qui est une révolution technologique, on en parlera peut-être plus tard, c'est possible grâce à la data. Ok. Alors, donc, du coup, justement, donc tu lances ça, t'as ton agrément bancaire, ça se passe bien, etc. Du coup, nos banques devient Prêt d'Union. Tu décides de partir à l'international, donc Prêt d'Union devient United Credit. Et aujourd'hui, vous êtes presque 500 Unis. Ouais, j'ai cru que tu es allé nous dire quel sera le prochain nom de United. Non. Tu peux les gars, vous êtes plantés plusieurs fois. Non, mais alors juste pour préciser, nos banques, c'était le nom du projet. Qui était aussi le nom de la première société qu'on a immatriculée en 2009. Mais quand on s'est lancé fin 2011, donc quand notre site est sorti, a été révélé au public, il était déjà sous le nom Prêt d'Union. D'accord ? Parce que la CPR a pas voulu que tu utilises le nom. Oui, parce que c'est une raison incroyable. Tu n'as pas le droit d'avoir dans ton nom de marque le nom d'un agrément que tu n'aurais pas. Donc nous on est établissement de crédit, ce qui est un agrément légèrement différent que banque. Enfin, c'est le même, mais on a décidé qu'on ferait pas de compte courant de moyens de paiement. Donc on est dans la catégorie établissement de crédit.
Et quand tu es établissement de crédit, tu n'as pas le droit même dans ton nom, de dire « je ne suis pas une banque ». Bon, voilà, c'était un truc amusant d'une des premières réunions avec le régulateur. Donc, on a changé de nom. Tout ça pour dire, quand on s'est lancé en 2012, c'était sous le nom de Prêt d'Union. Okay. Et c'est effectivement en 2016, au moment de l'internationalisation, que la société est devenue United et est connue sous ce nom-là aujourd'hui. On n'a pas de projet de changer de nom à court terme. Voilà. Alors du coup, tu as changé de nom, mais tu vas le garder. Et par contre, ce que tu diversifies aussi, c'est que tu lances plein de nouveaux produits, si je me trompe pas. Ouais. Aujourd'hui, on est loin du prêt entre particuliers. Comme tu le dis, déjà, c'est du crédit à conso qui est financé par des institutionnels. Ouais. Tu fais aussi du crédit aux entreprises depuis quelque temps. Ouais. Tu lances United Pay, où tu l'as lancé. Ouais. Tu vas... Il y a également United Coach qui va t'aider à gérer complètement ton argent, si je me trompe pas. Ouais, tout à fait. Donc il y a plein de nouveaux produits, il y a plein de choses qui se sont passées. En gros, c'est quoi les grandes étapes, les grands jalons de ton aventure United entre le moment où tu te lances en 2011 et le moment où tu me parles aujourd'hui? Les premières étapes, c'est des étapes plutôt de développement géographique. Avant de parler de développement produit. Donc de 2012 à 2016, on est présent uniquement en France pendant les 5 premières années. Et en gros, de 2016 à 2021, en 5 ans, on lance 4 nouveaux pays. Donc Italie, Espagne, Portugal, Allemagne, avec une internationalisation qui est honnêtement un carton. On est hyper fiers de ça. Je crois qu'on est le seul acteur alternatif au monde à avoir réussi un développement international. Les 4 pays hors France représentent 40% de l'activité aujourd'hui. Et donc, tu vois, c'est déjà un développement géographique. Alors, quand on est en France, puis quand on lance à l'international, le produit, les technologies, l'expérience utilisateur de crédit évolue radicalement, devient de plus en plus ergonomique, simple, rapide, transparent. Mais les extensions produits que tu évoquais tout à l'heure, c'est United Pay, United Coach. United Pay, c'est une solution de paiement étalé à crédit, pour l'achat de biens. Donc c'est du crédit affecté. Tu vas trouver la solution United Pay, non pas sur le site, sur les sites web mobiles de United, mais tu vas les trouver chez des sites marchands et de plus en plus dans des boutiques physiques. 70% des volumes d'activité d'United Pay sont réalisés en boutique physique. Okay. Et qu'est-ce que tu achètes avec ? Tu achètes les biens qui sont proposés par le site marchand qui propose United Pay. Donc on est par exemple sur Micromania, ldlc.com, Free propose le moyen de paiement United à crédit. En gros, si je veux me payer mon iPhone 13... oui, en fait, c'est une façon d'étaler sur 6, 12, 24 mois en général, parfois un peu plus, l'achat de biens. Je dirais pas qu'on a inventé un truc. L'automobile, quand tu achètes une voiture neuve chez un constructeur d'une concession, tu utilises maintenant systématiquement, donc tu payes ta voiture sous format de mensualité. Et donc ça c'est quelque chose qui arrive de plus en plus sur les biens physiques qui ont une durée de vie assez longue, comme les téléphones. Mais c'est le nouveau prenez la carte bancaire du printemps qui va vous permettre de payer en 24 fois, sauf que ça va vous coûter cher et que tu as toujours l'impression de te faire avoir à ce moment-là. Oui, alors sauf que ça, c'est des cartes de fidélité associées à des crédits renouvelables. D'accord. Donc tu ouvres une réserve de crédit, tu peux l'utiliser. Là, nous, c'est sous format crédit amortissable. Donc si tu achètes effectivement ton iPhone 13... 1200 €, tu l'étales sur 24 mois, au bout de 24 mois, c'est terminé et t'as totalement remboursé. Ouais. Donc, t'as raison. C'est finalement le crédit affecté, le crédit sur le lieu de vente, c'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau, mais on y a apporté toute la couche de technologie, la simplification du produit en disant et la sérénité in fine. Parce que moi, c'est toujours été de très mauvaise expérience quand on essaie de me vendre justement cette espèce de carte de crédit. Mais t'as raison. C'est vrai que les pires expériences, souvent, les gens racontent la souscription d'un crédit sur le lieu de vente. Et donc ça, c'est United Pay et ça connaît une très forte croissance. Ça connaît une très forte croissance, en particulier auprès des opérateurs de téléphonie mobile et grands fabricants d'objets électroniques. On a quand même réussi à convaincre des géants mondiaux comme Microsoft. On a fait tout un programme autour des produits Apple aussi qui se déploient en Europe et qui sont des nouvelles façons d'acheter un bien. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas juste un financement, c'est associé à des services. Concrètement, pour les produits Apple, ce qu'on fait avec LDLC, c'est que quand quelqu'un achète son iPhone 13 sur 24 mois, dès la signature du contrat, il a la possibilité que ce téléphone lui soit repris au bout de 24 mois. Okay. Donc, tu as toute l'économie circulaire, plutôt que de l'intégrer en amont en disant, mesdames et messieurs, amenez tous les téléphones qui dorment dans vos tiroirs. Tout ça est prévu à l'achat du téléphone. Et du coup, en fait, ce que ça va permettre, c'est de maximiser
le recyclage de produits électroniques. Donc je pense que ça peut avoir un impact assez fort. United Coach, c'est un service de coaching effectivement budgétaire, de conseil budgétaire. On utilise votre historique de transactions bancaires pour le comparer au reste des ménages français et faire des recommandations d'économie. D'accord. Tiens, vous avez payé 250 € de frais sur vos cartes bancaires en ce moment. Savez-vous que en passant à la banque en ligne, vous pourriez économiser 250 € par an? Et là, tu sors du crédit, en fait. Ouais, on sort du crédit, mais c'est toujours le même système. On veut augmenter la sérénité financière. Moi, mon rêve un peu sur Coach, je le dis, c'est que une partie des personnes qui viennent chez United Credit pour demander un prêt, à qui on présente United Coach, qui analyse leur compte automatiquement en une fraction de seconde, qui leur fait des recommandations, finalement sortent de chez nous en disant, j'ai pas de nos sites, en disant, j'ai pas besoin de crédit. Parce que plutôt que d'emprunter 1000 €, si moi je te convainc que en changeant 2-3 choses sur tes fournisseurs, tu peux économiser 1000 € par an, t'as pas besoin aujourd'hui des 1000 €. Tu peux peut-être attendre, tu vois, si c'était pas urgent, tu peux attendre. Et donc ça c'est United Coach. Ce que tu évoquais comme le prêt aux entreprises, c'est un peu un autre sujet. C'est que les technologies de crédit qu'on a développées pour United Credit, United Pay, United Coach, en fait, elles ont des applications dans d'autres secteurs d'activité, comme le domaine du financement des entreprises. Et il y a 18 mois, quand le Covid est arrivé, en mars 2020, l'État français et BPI France nous ont demandé de mettre à disposition toute notre infrastructure. C'est une réelle infrastructure de crédit pour supporter les dispositifs de prêt aux entreprises, principalement aux TPE, PME. Ça s'appelle Rebond, notamment, le prêt Rebond, qu'on souscrit beaucoup d'entreprises à travers tout le territoire. Là, tu as à aujourd'hui, 18 mois après, presque un demi-milliard d'euros de crédit aux entreprises qui sont dans les technologies United. C'est nous qui prélevons concrètement, c'est nous qui avons viré les fonds aux entreprises. Et donc ça, c'est assez passionnant. On est en marque blanche, hein, les gens le savent pas. C'est du logiciel, c'est du software, c'est nos technologies. Mais ça nous a permis de jouer un rôle clé dans ce qui s'est passé en se mettant au service de l'État et des plans d'accompagnement des entreprises. Donc c'est un projet qu'on a dans les tripes, et BPI, qui est par ailleurs actionnaire de United, est une entreprise exceptionnelle, qui a fait preuve d'une agilité. Tu sais, ça fait quelques années qu'on bosse avec des banques pour les aider dans leur programme de digitalisation. Il y a une mobilisation des personnes de BPI, et surtout une capacité à prendre des décisions lourdes très vite, tu vois. Confier à United ce truc clé sur lequel allait tourner une grande partie des dispositifs des entreprises. Pour l'écosystème qui est génial. Il faut oser, hein. Complètement. Donc exceptionnel. Génial. Et alors, toi justement, tout ça pour dire que, t'as lancé plein de choses. L'entreprise s'est énormément diversifiée, développée, que ce soit à l'international, que ce soit avec des nouveaux produits, etc. Et toi, au début, alors je sais pas si c'est dès le début, mais quand tu te lances, assez vite, votre mission, ou en tout cas votre slogan, c'est le crédit safe and simple. Oui. Et en fait, aujourd'hui, donc si on était en 2009, on arrive à aujourd'hui. Justement, ce côté, c'est rapide, c'est simple, ça va vite. C'est des choses qui sont presque normalisées en fait dans les attentes des consommateurs. L'écosystème fintech et tech en général s'est développé et a amené ça. Aujourd'hui, ça paraît inconcevable d'attendre 3 semaines pour quelque chose. Je veux dire, tu veux tout de suite, et grâce à des gens comme toi qui ont permis que ça soit le cas. Et alors du coup, comment est-ce qu'on fait pour continuer à se renouveler? Comment est-ce qu'on fait pour pas devenir justement un de ces géants avec des pieds d'argile dont tu parlais tout à l'heure? Alors, sur le fait que le crédit à la consommation soit un produit dont la souscription est rapide, si tu regardes l'ensemble du marché européen, pas que la France, c'est pas vrai. La banque en ligne s'est développée. Ouvrir un compte courant en ligne, que tu sois chez une néobanque ou dans ta banque de détail, ça prend effectivement quelques minutes partout. Faire du trading en ligne, du courtage, tu vas acheter des actions et tout, c'est très rapide. Mais sur le crédit, c'est de façon étonnante, mais il y a une raison. C'est resté en fait quand même assez archaïque, d'accord. Okay. Et c'est pas encore totalement digitalisé, même chez les leaders européens. Pourquoi? C'est notamment parce qu'il y a une notion de risque. Donc, tu prêtes de l'argent et t'espères être remboursé. Donc, la sécurité juridique de la souscription en ligne, notamment de la signature électronique, c'est encore un sujet en matière de crédit qui fait très très peur aux banques. Et donc le marché en fait toujours assez lent. Alors t'as raison, les acteurs historiques progressent évidemment, mais on est encore largement devant. Néanmoins, ton point est très bon.
je pense que ça suffira pas la rapidité, même si là on est en train, dans les prochaines semaines, on va franchir une nouvelle vague de rapidité en allant vers une instantanéité que nous-mêmes on n'a jamais atteint, grâce à DSP2. DSP2, c'est les consommateurs européens peuvent partager leur historique de transactions bancaires quand ils font une demande de prêt. On screen automatiquement toute cette historique de transactions et ça nous permet de leur demander moins de justificatifs, de supprimer tout un tas de contrôles et de fournir des réponses en une fraction de seconde. C'est hallucinant. C'est un big bang, c'est vraiment une révolution sur laquelle d'ailleurs, si tu regardes au niveau mondial, l'Europe est en avance. Sur DSP2 ? Ouais, DSP2, c'est vraiment une vision de la Commission européenne, comme quoi les données bancaires ne sont pas la propriété des banques. Finalement, c'est toi qui l'usager, quoi. Bah oui, c'est toi qui fais tes paiements, d'accord ? Donc l'historique de tes paiements, de tes transactions, c'est vrai qu'en quelque sorte, on voit pas pourquoi ça serait la banque qui en serait propriétaire, mais donc ça, c'est une vision européenne qui fait que l'Europe est en avance là-dessus. Donc sur la rapidité, on a quand même encore nous-mêmes un step supplémentaire à franchir pour aller vers une réelle instantanéité en toutes circonstances. Néanmoins, ce sera pas suffisant, donc c'est pour ça que United Coach est important. Rajouter ces services d'accompagnement, de coaching autour, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Et puis, si tu veux, la mission de l'entreprise qui est augmenter la sérénité financière des emprunteurs, enfin des ménages européens, c'est pas juste fournir un service de crédit simple et rapide. Si tu veux réellement augmenter la sérénité financière des Européens, ça peut aller très très loin. Est-ce que vous avez bien compris ce que vous êtes en train de faire ? Il suffit pas d'être rapide, parce que j'ai envie de dire, parfois, l'ultra rapidité en matière de services financiers peut être accompagnée de nouveaux risques. Est-ce que le client a bien compris ? Est-ce qu'il a bien réfléchi avant de demander cette avance ? Ça devient tellement simple. Complètement. Et donc, d'où cette mission renouvelée. Et donc, faut clairement aller plus loin que la simple technologie de rapidité, même si c'est un marqueur très très fort de notre offre. Bien sûr. Et alors, justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut pas avoir une mission comme ça et rester petit, entre guillemets. Du coup, derrière toutes ces problématiques-là, il y a une problématique qui est la problématique de l'hypercroissance, qui est quelque chose dont on parle très souvent sur ce podcast. Alors, justement, les rôles dans une entreprise en hypercroissance, ça change très vite. Vous recrutez énormément. Je pense quand on s'est parlé la première fois, c'était, je pense, en janvier de l'an passé. Je sais pas combien de personnes vous avez recruté depuis, mais je pense que vous avez pris, je sais pas, vous avez recruté 150 personnes de plus, quoi. Ouais, tout à fait. Est-ce que toi, t'arrives encore à reconnaître ton entreprise ? Est-ce qu'elle change pas plus vite que ce que t'es capable toi-même de percevoir ? On est, alors ouais, sur la taille, effectivement, on est 500, donc on est passé de 1 à 500 personnes en 10 ans. On va dépasser les 100 millions de revenus. Et il y a à peu près, cette année, oui, on fait on est sur des rythmes de 80 à 100% de croissance par an des revenus. Donc c'est des rythmes. C'est juste énorme, c'est énorme. Surtout une fois que t'as atteint, à la limite au tout début, les boîtes qui sont dans leurs 3, 4, 5 premières années, c'est tout ce qu'on leur souhaite et c'est assez classique, ça arrive. Tu peux passer de 10 à 20 et faire. Mais maintenir ce rythme quand tu es à 500 personnes, en centaines de millions d'euros de revenus, c'est de plus en plus dur. Bon, tu parlais pas mal de la culture de la personne quand tu dis reconnaître l'entreprise, c'est l'intérieur de l'entreprise. Nous, quand nos revenus augmentent de 80 à 100% d'une année sur l'autre, en général, notre effectif, il augmente de 25 à 40%. D'accord ? Donc, la croissance de l'effectif, elle est moins forte que la croissance des revenus. Et tant mieux, parce que on reste une entreprise. Je sais pas si c'est familial, de scaler une boîte aussi, non ? Oui, il faut effectivement, parce que si c'est dans l'autre sens, t'es mal en termes de profitabilité. Ouais, mais quand même, on arrive à avoir cette discipline. Et c'est pas une fin en soi. Je dis pas que je redoute le moment où on sera 2000, 3000, etc. Mais le plus tard ça arrive, le mieux c'est, tu vois. Ouais. Et donc pour maintenir la culture de l'entreprise, je crois que c'est important de garder des taux de croissance du staff raisonnables. D'accord. Voilà. Alors est-ce que je reconnais l'entreprise ? Oui. En fait, il y a un truc qui ne change pas et qui est exceptionnel au fil des ans, c'est la culture de l'entreprise. Franchement, on a la même culture qu'il y a 10 ans. C'est aussi palpable pour les gens qui travaillent dans l'entreprise ou qui sont en interaction avec l'entreprise, que ça soit les clients, les partenaires, les candidats, qu'il y a 10 ans.
Et donc, on maintient cette culture. Ce qui est un challenge. Parce qu'en fait, maintenir la culture d'une entreprise quand tu as ces taux de croissance, ça veut dire que tu travailles comme un dingue pour mettre en place, on va dire, des dispositifs de maintien de la culture. Alors, comment tu fais ? Moi, je me dis que chaque année, on doit rajouter des choses à notre dispositif RH et culture d'entreprise. Je prends quelques exemples récents très concrets. En 2016, c'est le moment où on lance l'Italie. On doit être un peu autour de 150 dans la boîte. Et on se dit on fait pas mal la fête. Donc on a dans chaque bureau, t'as 2 très grosses fêtes chaque année où même les fondateurs en général partent en dernier. D'accord. Ce qui est un challenge parce qu'avec beaucoup de jeunes, voilà. Et on arrive à faire ça. Mais néanmoins, il nous manque quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Donc là, on se dit, ok, on va rajouter un événement annuel qui rassemble tous les bureaux entre eux, qu'on appelle le Unitour. Et donc, on lance ça en 2016-2017, le premier. Donc, il y a eu le 4e cette année parce qu'il y a eu le Covid. Et donc ça, c'est un moment essentiel. Donc on rajoute un étage à la fusée. Il y a un moment, on se dit l'enjeu c'est le développement des managers. Donc on crée un très gros programme de formation et d'évolution des managers, complètement construit en interne avec des coachs, etc. Et on investit beaucoup de temps là-dessus. Il y a un moment, on se dit ok, il faut se poser, on va formaliser les valeurs et les inclure. Bon, on en reparlera peut-être. Donc tu vois, le raisonnement c'est simple, c'est chaque année. Qu'est-ce qu'on fait de plus en matière de RH et de culture d'entreprise ? Et moi, je crois, de façon assez basique, que si tu rajoutes quelques briques chaque année, tu arrives à absorber ta croissance de l'effectif sans dilution de la culture. Mais ça suppose d'y passer beaucoup de temps en tant que fondateur. Oui, complètement. Donc, je reconnais la boîte. Ouais, vraiment, je reconnais la boîte. Ce qui est canon aussi, c'est de reconnaître la boîte quand tu vas dans les bureaux étrangers. Ça, je crois que c'est un challenge. On a 3 bureaux, enfin bientôt 4. On a Lisbonne, Munich, Barcelone et Rome. Tu remarqueras qu'on n'a pas choisi les villes les moins sympas. Hein. Non, bien sûr. Non, ce serait dommage quand même. Tant qu'à faire. Et quand tu vas dans un bureau étranger d'United, t'as l'impression d'être là comme ici, rue de Châteaudun, à Notre-Dame-de-Lorette, là dans les bureaux où on enregistre ce podcast. Et ça, c'est pour moi, c'est un truc essentiel. L'homogénéité de la culture et le fait de créer un groupe commun au niveau européen. Et justement, en fait, ça m'amène sur un truc. Quand on parle de startup tech, le mauvais cliché, en gros, c'est de se dire que c'est des boîtes qui sont extrêmement endogames. C'est-à-dire qu'en gros, tu sais, c'est plein de gens qui sont tous des devs ou qui sortent de très grandes écoles, qui sont des product managers, etc. Enfin, c'est un peu un monde à part qui peut faire un peu peur vu de l'extérieur. Et toi, en fait, t'as forcément des gens qui ont ces profils-là, mais tu vas aussi avoir une partie de ta population chez United qui va être des gens qui sont beaucoup plus financiers, puisque t'es sur une activité de crédit. Et alors même si t'as un process tech qui est incroyable, tu dois quand même avoir des analyses crédit, enfin des responsables conformité, enfin tous ces gens, enfin qui font que la boîte peut tourner aussi. Comment tu fais du coup pour faire coexister des populations avec des backgrounds qui peuvent être très très différents, tu vois, parce que c'est pas la même chose d'être bercé dans la tech et d'être bercé dans l'industrie financière. C'est pas facile, donc ta question est bonne. Mais pour décrire effectivement chez United, tu as 25-30% de l'effectif qui est dans ce qu'on appelle les métiers des opérations clients, donc en relation avec la clientèle. Call center commercial, analyse crédit, service client, analyste antifraude, etc. Et donc là, ce sont des types de métiers qui sont complètement absents de beaucoup de boîtes tech. Métiers en relation avec la clientèle, principalement des statuts non cadres. C'est un mot que souvent dans les boîtes tech n'existe pas. Et moi, je trouve que c'est une richesse pour la boîte. Alors, c'est une richesse en termes par rapport à notre projet d'entreprise, d'avoir toutes ces équipes-là qui sont au siège à Paris, qui sont en contact direct avec la clientèle, parce que l'innovation, la compréhension des attentes clients, c'est un peu la base de la plupart de nos projets. Comment on fait pour pas qu'il y ait de clivage ? Il y a un aspect tout bête qui est déjà l'aspect géographique. Moi, j'ai travaillé dans des sociétés où les métiers opération client, plus loin ils étaient, mieux c'est. Hein. Donc l'extrême, c'est ok en province. Après, t'as l'autre niveau, c'est ils sont dans les mêmes bureaux à la même adresse, mais ils sont au sous-sol. Et c'est souvent le cas.
Non, mais il faut dire les choses. Et donc nous, si tu veux, ils sont au cœur de l'entreprise. Tu sais même pas quand tu te balades dans les bureaux. Qui fait quoi? Est-ce que là je passe à côté d'une équipe de dev, de data scientist ou d'équipes en lien avec les opérations clients. Donc premier choix, c'est tu vois le regroupement tout simplement pour favoriser les échanges. Deuxième choix, c'est essayer de créer un maximum de mobilité entre les équipes. Tu vois, entre les fonctions centrales, technologiques, data science, produits et les métiers en relation avec la clientèle, c'est pas toujours facile. Mais alors, quand on a des opportunités pour le faire, je t'assure, on les lâche pas. Et on les suit très bien. On sait combien il y a d'échanges, de passerelles entre les filières. Donc ça, je pense, c'est un deuxième truc qui est clé. Et après, c'est juste considérer que ta boîte est indivisible en quelque sorte. Et donc, je te parlais du Unitour, je te parlais de nos événements, je te parlais de notre programme manager. Il y a aucune différenciation tu vois, selon les profils. Moi, je fais aucune. On a besoin de tout le monde. Je dirais même, et souvent on le dit aux équipes tech, data, produits, projets, etc. Allez faire un petit tour juste pour vraiment écouter et comprendre ce que disent nos clients. Tu vois, mettez-vous en double écoute, répondez aux demandes des clients, parce que c'est là que vous comprendrez la réalité de ce qu'on fait. Et c'est une chance donc d'avoir ces équipes ici. Ouais, carrément. Et justement, un autre truc qui te permet l'unité de ta boîte, dire que ta boîte est juste une, c'est justement ta culture et tes valeurs. Du coup, je disais, en 2016, t'as écrit toi et Charles, j'imagine. Alors c'était très collaboratif. On était les fondateurs, on pilotait ça. Mais on a associé à l'époque entre 70 et 80 personnes ont été associées au workshop. Voilà. Complètement. Donc c'était c'est un travail collectif. Et du coup, tu arrives sur 5 valeurs. Ouais. Donc No Limit, Act as an Entrepreneur, Make it Simple, Faster is Better. Innovator Die. Ouais. Voilà. Et alors... c'est bon, tu peux rejoindre United, Vincent. Yes. Bon, du coup, on arrête le micro et tu fais ma proposition d'embauche. Bonne façon de postuler. T'as vu, c'est pas mal, hein, tu viens avec un micro, ça va être court-circuiter le process. Donc bref, tu sors ces 5 valeurs-là, et c'est vraiment des valeurs qui sont très, très start-up, entre guillemets, tu vois, il y a vraiment ce côté, on va aller plus vite, on va être meilleur, etc., etc. Est-ce qu'elle marche toujours bien aujourd'hui? Comment est-ce que des valeurs comme ça, elles survivent à ton hypercroissance et au fait que même si t'as l'air de plus ou moins bien y arriver, il y a quand même forcément une inertie qui va se mettre à un moment donné. Et tenter 500 personnes, est-ce que tu peux avoir 500 entrepreneurs par exemple? Agir en entrepreneur. Enfin, nous on est fondateurs et on considère que tous les unis, les collaborateurs d'United, sont des entrepreneurs. Être entrepreneur, c'est voir une idée, vouloir la transformer en réalité, tu vois. Entraîner les gens autour de soi, ne pas avoir peur de faire des erreurs. Oui, je crois que on a 500 entrepreneurs. Alors certains plus ou moins que d'autres. En tout cas, quand on les a recrutés, c'est un des fils de lecture qu'on a appliqué. Alors comment on fait, je pense, pour maintenir les valeurs au fur et à mesure de la croissance? Plusieurs choses. Bon, déjà, il faut bien les formaliser. On a fait ce gros travail de formalisation. Là, tu as cité nos 5 valeurs, mais en fait, il y a un document qui fait 5 pages et qui explique derrière chaque valeur vraiment ce qu'on voulait dire. En prenant des exemples de projets très concrets qu'on a menés, qui sont pour nous les moments où on a le plus exprimé ces valeurs. Donc, c'est un premier travail de formalisation. Après, on a fait un deuxième travail qui est de déclinaison dans tous les process RH. Les entretiens d'évaluation, de recrutement, les programmes de formation des managers. Tout ça est structuré autour des valeurs. Donc, exemple très concret, dans nos processus de recrutement, tu as un certain nombre de questions pour évaluer l'adéquation aux valeurs. Ce qui est pas facile, il a fallu se creuser un peu la tête, parce que quand tu veux tester l'ambition chez quelqu'un, tu vas pas lui demander est-ce que tu as de l'ambition, ça a aucun sens. Donc moi j'aime bien par exemple demander à dire non, tu vois. Oui, mais si tu veux non, oui, en général ils vont dire oui dans le cadre d'un entretien. Ça arrive, ouais. Moi ce qui m'intéresse plutôt c'est que je demande à quelqu'un est-ce que tu as déjà essayé de faire quelque chose où tout le monde te disait que tu allais pas y arriver. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Raconte-moi ce que tu as ressenti, raconte-moi comment tu as vécu ça. J'attends, il y a aucune bonne réponse en fait. Je veux juste que la personne me décrive. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est la déclinaison dans tous les processus RH. Après, tu as une troisième étape qui est la mesure de l'appropriation. Et ça, dans notre enquête de satisfaction annuelle des collaborateurs, chaque année, depuis qu'on l'a fait, tu as une question sur est-ce que vous trouvez que telle valeur, chaque personne doit répondre sur les 5,
est bien vécu et appliqué dans l'entreprise. Et il y a une hiérarchie des valeurs. Chaque année, on voit qu'il y en a qui sont plus ou moins vécus, incarnés. Bon. Et après, tu as encore une dernière étape qui est le nécessaire travail de remise en question et de mise à jour de ces valeurs. Il y a un moment, après quelques années, 3, 4, 5, on est en train de le faire. Donc c'est amusant que tu poses la question, mais tu savais qu'on était en train de le faire. Que 5 ans après, on se pose et on se dit, ok, est-ce que chacune de ces valeurs est vraiment vivante ? Et est-ce que ce qu'on avait écrit à l'époque sur chacune de ces valeurs, c'est toujours la façon dont on la décrirait ? Et donc ça, c'est un travail, encore une fois, qui va mobiliser, et on vient de lancer les workshops, des unis de tous les pays pour retravailler là-dessus. Voilà. Donc, formaliser, décliner opérationnellement, mesurer et refondre, c'est un cycle. Je pense pas que la refonte doive intervenir trop fréquemment. Non, bien sûr. Parce que sinon, c'est qu'il y a une erreur de casting dans les valeurs au début. Ça peut arriver. Voilà. Mais donc c'est quelque chose d'assez fort qui simplifie la boîte. Et je crois que c'est ça aussi qui explique que on ait une sorte d'harmonie européenne entre les pays United, puisque les toutes premières personnes qu'on a recrutées dans les pays pour les diriger, pour les lancer, c'est de la croissance externe. On a créé de zéro les entités United dans tous les pays. C'est pas des acquisitions. Eh bien, on les a recrutés principalement au travers du filtre des valeurs. Et du coup, on a cette homogénéité. Et après, il y a un truc qui, moi, est super important sur les valeurs, c'est que je crois que dans les sociétés en hyper croissance comme la nôtre, c'est en fait la seule chose qui est stable. La stratégie évolue, l'organisation évolue encore plus vite, les priorités, les projets. Donc ça bouge tout le temps pour tout le monde. Il y a un truc qui bouge pas, c'est les valeurs. Et finalement, c'est important dans des boîtes quand tu fais 80-100% de croissance par an, d'avoir quelque chose, tu veux, qui est pérenne, qui est stable. Et d'ailleurs, je pense que certains entrepreneurs le disent, même si tu te prends une phase de décroissance, une phase de transformation d'une entreprise, il peut se passer plein de choses. Eh bien, le socle que tu as créé, c'est déjà est stable et pérenne aussi dans ces phases difficiles. Et c'est surtout ce sur quoi tu t'appuies pour les traverser. Et ça, c'est on l'a jamais vécu parce que on poursuit notre hypercroissance, mais on sait que c'est un élément aussi très important de la pérennité des entreprises et qui, on n'est pas dans le cul de la personnalité. Il y a rien dans les valeurs qui sont associées au fondateur. Ah bah oui, non. Enfin, le fondateur doit les incarner, ouais, bien sûr. Mais elles ne décrivent pas les caractéristiques humaines interpersonnelles d'un fondateur. Et donc en fait, elles assurent la pérennité de l'entreprise par rapport à ses fondateurs aussi. Alors, justement, si on parle du rôle des fondateurs dans l'hypercroissance, toi aussi, ton rôle a dû beaucoup évolué depuis le moment où tu remplissais des chariots de dossiers pour la CPR avec Charles jusqu'à aujourd'hui où tu diriges une boîte de 500 personnes. Voilà, comment t'as vu ton rôle évoluer et comment t'as fait toi pour t'ajuster en permanence? Enfin, ça doit pas être simple, tu vois, aussi bon que tu sois sur plein d'aspects. T'as tout le temps des nouvelles choses et de l'inédit à gérer avec un rythme d'itération qui est très enfin, des itérations très serrées, quoi. Le rôle du fondateur évolue énormément dans le temps. Déjà, le fondateur, enfin, il a un rôle opérationnel en général. Il peut être sales, tech, produit, marketing. Et donc, ce rôle-là, son job, en fait, comment ça s'appelle, sa feuille de poste, en quelque sorte opérationnelle, elle évolue dans le temps. Donc moi, j'ai eu plusieurs rôles. Au début, je dirigeais les opérations, tous les métiers dont on a parlé tout à l'heure. Puis, j'étais en quelque sorte directeur général de l'activité France. Après, j'ai développé l'activité des partenariats, puis j'ai transmis cette activité aujourd'hui. Et donc, déjà, la fonction et le job évolue dans le temps. Alors, en fonction de quoi? Moi, je pense que en tant que fondateur, quand t'es vraiment, bon, quand il y a des personnes qui sont meilleures que toi pour faire quelque chose, il faut la laisser. Ou tout simplement quand t'es fatigué, tu vois, quand t'es un peu lassé, t'as moins de jus sur une activité. Tu te dis, ok, je la transmets à quelqu'un qui va apporter du sang frais. Donc le rôle évolue. Après, il y a quand même quelques constantes. Le rôle du fondateur, c'est de définir la stratégie, de la communiquer, de la partager, de créer une équipe de management qui soit une équipe de stars, mais pas de stars individuelles, c'est-à-dire de stars individuelles et qui ont un fonctionnement collectif d'équipe exceptionnelle. Ça, c'est quand même une des grosses missions du dirigeant fondateur.
et un truc sur lequel on a construit une équipe incroyable chez United, donc on a une chance folle, mais on y a mis pas mal d'énergie. Le fait, si tu veux, de prendre les grandes décisions stratégiques pour la vie de la boîte, donc ça, c'est des constantes. Comment on fait, nous, avec Charles, en tant que fondateur, pour faire évoluer notre rôle au bon moment? Tout simplement, on se pose et régulièrement, plusieurs fois par an, sur notre rôle à deux, en disant voilà, moi, comme je vois mes priorités là-dessus, et toi, je vois que les tiennes, ça pourrait être ça. Et on se challenge là-dessus et on fait un peu évoluer les rôles, mais en temps réel. Je pense qu'en fait, nos fonctions, nos rôles et la façon dont on les conçoit, ils évoluent tous les 6 mois un peu et tous les 12 mois franchement, quoi. D'accord, ouais, quand même. Et c'est un gage de la pérennité de l'entrepreneur, physique, psychologique, parce qu'il faut maintenir le même niveau d'énergie dans la durée. C'est de se renouveler, de s'assurer qu'on reste pas empêtré dans des choses sur lesquelles d'autres personnes maîtrisent mieux ou dont on se lasse tout simplement. Et donc faire évoluer son rôle. Et puis il faut toujours avoir un coup d'avance, parce que avec une boîte qui fait x2 chaque année, facile à dire ça. Là, si on fait pas attention et qu'on prépare pas aujourd'hui le moment dans quelques années où notre boîte fera 500 millions d'euros de revenus, 2000 personnes, il faut travailler dessus en fait aujourd'hui. Et donc on a besoin de se libérer du temps et de pas nécessairement être toujours dans le présent en fait. Et faut être un peu dans le futur. Ouais, faut pas se faire bouffer. Ce qui arrive à chaque fois, ça doit être très dur, tu vois. Très très dur. Plusieurs fois, je me suis retrouvé en difficulté. Je me suis dit merde, là je gère trop de trucs, faut tout de suite je le passe et tout. Il y a un moment, je m'en souviens très concrètement au début, je gérais tout le recouvrement. Il y avait quelques appels par mois, etc., quelques courriers envoyés par mois. Je faisais tout moi-même. D'accord. Mais si tu veux, avec la croissance, quand la boîte x2, à un moment, les trucs s'accumulaient sur mon bureau, j'avais plus à le faire. Là, j'appelle quelqu'un, je lui dis, écoute, tu prends tout ça, maintenant, c'est toi qui gères. Et je me souviens, je me disais, merde, les trucs s'accumulent, je n'arrive pas. Pardon pour les gros. Non, c'est naturel. Oui, je fais pareil. C'est du live. C'est du live. Je n'arrive pas à gérer ça. Donc, il faut pas se laisser, faut avoir un coup d'avance et voir anticiper. Et ce qui m'intéresse pas mal là-dedans, c'est que ça va aussi, je pense, avec une grosse capacité de lâcher prise, entre guillemets. C'est-à-dire que, t'es impliqué émotionnellement quand tu crées une entreprise. Ah oui. T'y passes énormément de temps. Et de temps, d'énergie. Tu donnes tout ce que t'as à ta boîte pour arriver à l'amener où elle est aujourd'hui. Et à un certain moment, tu vas devoir laisser, justement, comme tu dis, d'autres gens faire des choses parce que un humain, il n'a pas la capacité cérébrale de suivre la croissance exponentielle d'une boîte, quoi. Tu peux pas absorber l'ensemble des tâches et donner le même niveau d'attention et de préoccupation à une boîte qui croît de manière exponentielle. Tu suis pas même je sais pas. Je pense que le niveau d'attachement et d'énergie et d'implication qu'on met dans l'entreprise, tu vois, le fait d'y penser, quels sont les problèmes de l'entreprise, comment on peut les résoudre, que ce soit des problèmes stratégiques, opérationnels ou organisationnels, et honnêtement est le même depuis 12 ans. La nature des problèmes, elle change, ils sont de plus en plus gros. Les personnes qu'on a autour de nous pour nous aider à les résoudre changent. Les personnes sont de plus en plus expérimentées, mais non, on garde cette façon de voir, de s'impliquer dans l'entreprise. Mais on arrive à garder l'énergie parce que du côté opérationnel de notre fonction, de nos rôles, si tu veux, on gère en permanence des sortes de plans de succession, tu vois. On demande à des personnes de prendre des nouvelles choses, et on garde la même excitation intellectuelle et la même, surtout, en fait, peut-être ce qui nous fait juste tout simplement avancer, c'est que la mission de l'entreprise, donc de apporter la sérénité financière aux Européens, c'est presque une utopie. Qui a déjà été serein financièrement? Tu vois, elle n'a pas de fin, cette mission. Et c'est le principe d'une bonne mission. C'est le principe d'une bonne mission. Elle s'est jamais terminée. Et donc, on croit qu'on a encore beaucoup à apporter, au niveau européen, peut-être au niveau mondial un jour, pour augmenter cette sérénité financière. Et on considère que ça bénéficie aux sociétés dans lesquelles on évolue. Donc la mission nous drive pas mal. Tu puises de l'énergie de ta mission et du fait de vouloir l'accomplir. Après, c'est un marathon. L'entrepreneuriat, tu vois, ça fait 12 ans qu'on l'a fait.
On n'est plus beaucoup de fondateurs de boîtes tech françaises à toujours en être les dirigeants 12 ans après. D'accord. Et on n'est pas insubmersible, etc. Dès qu'il faut qu'on lâche complètement prise parce qu'il y a des personnes meilleures que nous, on le fera avec plaisir. On est actionnaire aussi, donc tu vois, c'est dans notre intérêt. Donc on ne s'accroche pas du tout au rôle, au job. Mais c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, quoi. On n'est pas beaucoup à être toujours là 12 ans après. Comment tu l'expliques ça? C'est de l'envie, c'est. Il y a le fait d'être deux. Il y a le fait d'avoir un projet d'entreprise énorme et une mission exceptionnelle qui te dépasse, quoi. Même 10 ans après, on est quand même encore assez loin de ce qu'on veut faire. Il y a la réflexion permanente sur le rôle qui fait que, tu vois, on fait évoluer l'organisation et notre implication au fur et à mesure, au fil des mois. Je sais pas. Enfin, on n'est pas rien de géniaux, hein. Je veux dire, il y a pas mal d'autres entrepreneurs qu'on connaît qui vivent aussi cela, mais je pense que ça demande une façon de gérer le développement de son entreprise qui est un peu particulière et surtout une vision long terme. Oui, complètement. Et aujourd'hui, avec la folie des bulles tech, tout le monde veut créer une licorne en 5 ans et la revendre. Bon, what's next, quoi? Ça sert à quoi? Donc nous, on voit le truc un peu dans la durée. Alors on a des ambitions aussi démesurées, hein. United est une boîte qui vaudra 5-10 milliards à court et moyen terme. C'est sûr, vu ses revenus, sa croissance, sa profitabilité. Voilà. Donc en tout cas, on a toujours la niaque. Il y a des moments difficiles, hein, quand même. C'est quoi les moments difficiles? C'est qu'en fait, quand t'es dans ce rôle, parfois, moi je dis, on est des fournisseurs d'énergie, tu vois, pour nos équipes, quoi. Parce qu'ils les gens puisent leur énergie il faut que la mission soit claire, faut qu'elle soit enthousiasmante, faut qu'ils comprennent la stratégie, faut relever les gens quand ils ont des difficultés. T'as le poids des attentes de tout le monde sur toi, en fait. Ouais, ça, on est fournisseur d'énergie, quoi. Les gens, ils sont un peu branchés sur notre prise. Donc, c'est fatigant parce que toi, quand t'as des moments où t'es fatigué, c'est complètement humain. Évidemment, c'est difficile, quoi, parce qu'en gros, il faut que l'alimentation électrique, elle reste, que tu énergises tes équipes. Voilà. Donc là, le fait d'être deux, c'est fabuleux, hein, parce que t'as tes bas et tes hauts pas au même moment, etc. Ouais, voilà, c'est génial. Et écoute, c'est très très cool. Et alors du coup, une autre question que je me posais, c'est en fait justement t'as ce rôle de fondateur là, etc. Puis petit à petit tu vas essaimer tu vas mettre des strates de manager, et t'as une belle culture, etc. Mais comment tu fais pour éviter justement l'inertie? Parce qu'on sait que t'arrives à le faire, tu fais encore 80 à 100% de croissance, mais est-ce que c'est une question à laquelle t'as réfléchi ou ça s'est fait naturellement entre guillemets chez United? On a écrit Faster is Better, donc c'est comme ça, quoi. Vraie question. Moi, je trouve qu'on pourrait toujours être plus rapide, mais comment on fait pour éviter l'inertie? Ne pas bosser sur trop de sujets, quand même, rester focalisé. Et donc, on a tellement d'opportunités de croissance que parfois on court plusieurs lièvres à la fois. Et souvent, faut fermer des portes, quoi. Sinon, on se disperse. Je pense que la dispersion, ça crée de l'inertie. Souvent, l'inertie, elle vient elle peut venir, en tout cas, c'est le cas chez tous les grands acteurs des services financiers, de ta technologie. Donc là, être toujours à la pointe technologique, et on est reconnu, c'est hallucinant en France et en Europe, pour la qualité de nos technologies. Je parle auprès des communautés de développeurs sur tout ce qu'on fait en termes de code, d'infrastructure, de data science, etc. Donc, ouais, le fait que ta tech soit toujours en avance et ne te freine jamais, je pense que ça, c'est un point clé. Avoir dans ses valeurs un truc sur la rapidité, tu vois. Nous, une des 5 valeurs, c'est faster is better. Sous-entendu, faster is better than perfect. Il vaut mieux avancer que chercher la perfection. On cherche l'excellence, mais pas la perfection, ce qui n'a rien à voir. Et le coût de produire de la perfection n'a rien à voir avec celui de produire de l'excellence. Moi, c'est du 80-20. Ouais, ou même plus que ça. On est à 95-5. Ouais, non, mais sur le niveau d'exigence. Mais t'as raison, c'est ça. En fait, on sait s'arrêter au bon moment. Et donc, je pense qu'il y a un certain nombre de choses pour ne pas tomber dans l'inertie à faire, qui sont celles-ci. Mais c'est une angoisse en tant qu'entrepreneur. Ah oui, bien sûr. Parce que c'est le jour où t'arrêtes de t'amuser, en fait. Ouais, complètement.
En tant que nous, on s'amusera moins quand la boîte sera moins rapide. Elle grossira moins, elle aura moins de taux de croissance, il y aura moins de problématiques de gestion de la croissance qui sont hyper intéressantes. Et donc, on est la vedette rapide au milieu de gros paquebots qui sont des grands acteurs de la banque de détail. Et donc, on doit garder cette rapidité, cette agilité. Donc, la valeur faster is better, c'est une valeur sur laquelle on travaille pas mal. Comment concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà. Mais aujourd'hui, je dirais qu'on a gardé la même rapidité de décision et d'exécution que celle qu'on avait il y a quelques années. Hein. Il y a la politique aussi qui peut tuer les boîtes. Hein. Absolument, ouais. Les départements n'arrivent pas à bosser ensemble, tout est compliqué, ils s'échangent pas de l'info. Alors ça, faut être prudent. Et ça, tu l'évites justement. Enfin, tu vas pas me dire que c'est un environnement politique absolument horrible United, je crois pas. Mais non, mais surtout, je pense, c'est un truc malheureusement qui est compliqué à percevoir par les dirigeants. Tu vois, tout seul en haut, c'est ça? Ouais, parce que c'est des trucs très fins que tu peux pas voir, de niveau d'échange, de discussion, d'ouverture entre tes équipes. Moi, enfin, en fait, la chose, pour moi, l'indicateur du niveau de politique d'une entreprise que peut ressentir un dirigeant, c'est dans l'équipe qui l'entoure de managers. Moi, j'ai vu des entreprises où au niveau de l'équipe de direction, tu voyais très bien, enfin, il y avait des sortes de guerres de tranchées et tout. Donc déjà, si ça commence ici, c'est sûr que la boîte est cloisonnée, politique, etc. Et pour le coup, au sein de notre équipe de management, je sais que tu as un niveau de dialogue, de challenge mutuel, de respect, d'alignement par notamment les mécanismes d'initiative, les stock options, etc., qui est très élevé. Et donc, je pense que le niveau de politique est, en tout cas, le plus bas possible. Après, c'est très complexe c'est pas à percevoir, etc. Mais c'est vrai que t'as fait raison, c'est que ça peut te tuer une boîte. Ça tue, c'est l'enfer. Ça tue l'envie de venir y bosser aussi. Ouais. Bien sûr, pour les salariés, c'est l'enfer. Ouais, complètement. Après, il y en a qui aiment bien son environnement, hein, mais bon. Il y en a qui naviguent bien là-dedans. Voilà, c'est ça. Mais, c'est assez nocif, hein. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Trop bien. Écoute, j'ai une dernière question pour toi. Au-delà de ce que tu fais chez United, chez France FinTech, etc., t'es aussi très investi dans l'écosystème startup scale-up français, et notamment t'as beaucoup travaillé avec le think tank Le Galion Project sur les problématiques de culture entreprise, de valeurs, etc. Alors du coup, justement, enfin ce sera la question de la fin, c'est quoi le conseil ou le message que tu voudrais faire passer aux entrepreneurs par rapport au sujet de travailler sur la culture entreprise? C'est une super question pour finir. Alors, tu sais, moi j'ai juste une expérience entrepreneuriale, hein, donc je peux pas donner de conseils qui soient universels. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est travailler très tôt sur les sujets de culture d'entreprise. Donc ne pas se dire ça c'est quand on est 50-100. Deuxième chose, évidemment recruter des spécialistes, des équipes RH culture, mais au niveau le plus élevé de l'entreprise, donc au niveau des fondateurs pour une jeune boîte, il faut qu'il y en ait un ou plusieurs qui passent réellement du temps sur ces sujets, qui sont aussi stratégiques que le développement commercial, la qualité de la tech, du produit, voilà. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Troisième chose, sur les valeurs en particulier, je pense que ça sert à rien de travailler trop tôt dessus. Puisque quand tu es 5, 10, 15 dans un bureau, tout est assez clair, t'as besoin de moins de formalisme, mais c'est quand l'écart entre les collaborateurs et les fondateurs se crée, écart hiérarchique, écart géographique, que là ça devient important. Je pense que c'est des démarches, la formalisation des valeurs sur lesquelles ça vaut vraiment le coup d'investir du temps entre 20 et 50 personnes, ou parfois plus tôt, quand tu notamment décides de t'internationaliser. Parce que si t'as pas fait ce travail préalable, tu crées plusieurs entreprises à l'intérieur d'une seule, internationalisées ou régionalisées. Tu vois, ouvrir d'autres bureaux. Tu décides d'ouvrir 3 bureaux en France, en plus de ton headquarter. Là, tu te poses la question de dire, ok, on va écrire les valeurs parce que on veut que les personnes qu'on recrute ou qu'on envoie là-bas, qui seront un peu loin des fondateurs, comprennent qui l'on est. Et donc voilà, donc il y a ces moments-là, ouais, il faut investir du temps sur les sujets de culture.
on le regrette jamais. Et pour pas mal de gens du web qui connaissent le sujet du référencement du SEO, on dit que le référencement naturel, c'est un sujet sur lequel ça sert à rien de faire des gros plans SEO comme ça au bout de 5 ans, 10 ans après la création. Tu travailles tout le temps, t'écris, tu crées du contenu pour améliorer ton référencement naturel. Pour moi, la culture et les valeurs, c'est un peu ça. Enfin, c'est par petites touches progressives, continues, mais quand même intensives, avec une implication des fondateurs. Voilà. Puis en général, c'est des sujets assez c'est gratifiant. C'est gratifiant. Ouais, c'est super intéressant de travailler là-dessus. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci Vincent. Je crois que c'était un plaisir. Avec plaisir. Et puis à bientôt. Ouais, à la prochaine. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, fais plaisir aux gens que tu aimes et partage-le à 1, 2 ou 3 personnes autour de toi. Et surtout, si tu ne veux rien manquer des prochains épisodes, tu peux également t'abonner à Harmony Inside sur ta plateforme de podcast préférée et nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast puisque c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Encore merci et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures pleines d'harmonie.